C'est le journal sur ESAE TV, dont voici le sommaire. Rôle de la jeunesse en politique et sécurité des journalistes sont les sujets qui ont fait objet de discussion ce jour au cours des causeries Café Média Plus à suivre dans ce journal. L'engagement du citoyen dans son environnement face à la pollution et au changement climatique a été au centre des discussions menées par les spécialistes du domaine dans votre émission Le débat de la semaine. Les détails dans ce journal. La consommation d'alcool présente de nombreux risques pour la santé. Le chef service de la prévention routière du CNSR, Corvi Yete, nous en dit plus. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, la sécurité des journalistes en question. C'est le thème du premier panel abordé ce vendredi 3 novembre à la Maison des médias. Et les invités de ce panel sont les journalistes Armand Adjagbo, secrétaire général de l'UPMB, et Romualdo Logbo, directeur de la rédaction éducation. Suivez plutôt. Logbo et Armand Adjagbo, deux journalistes invités au premier panel des causeries de ce 163e numéro de Café Média Plus, proposent à leurs pairs des attitudes à adopter sur le terrain face aux forces de l'ordre. Ceci face à l'impunité que subissent les journalistes et à leur sécurité. Et selon eux, l'humilité est l'une des approches pouvant permettre aux journalistes de sauver leur peau. Si je suis en position de reportage lors des manifestations officielles et que les forces de l'ordre commencent à donner des injonctions, personnellement, et ça n'engage que moi, je ne vais pas leur tenir tête. Il est vrai, chacun a sa mission. Maintenant, moi n'étant pas armé, en face des gens qui sont armés, s'ils ne veulent pas que je fasse mon travail comme cela se doit, si je veux coûte que coûte montrer que je suis journaliste et qu'ils me tombent dessus, qu'ils me molestent, qu'ils me violentent, on aura beau crier, je pense que les séquelles, c'est moi qui vais les garder. Donc, il est important pour nous, quand on sera confronté à de pareilles situations, il vaut mieux faire un repli tactique, si possible donner un autre angle au papier qu'on aura produit sur le terrain là. Ça, ce n'est que mon point de vue. Si, par exemple, je suis arrêté parce que journaliste et je n'ai pas mes pièces, il vaut mieux négocier. Je dois rappeler que la carte de presse s'impose à tout le monde, que vous soyez correspondant de RFI ou de Africa 24. Les tests disent que lorsque vous exercez le métier sur le territoire béninois, vous êtes obligé de constituer votre dossier et de soumettre ça à l'appréciation de la RAC pour l'obtention de la carte nationale de presse. Donc, les cartes de presse étrangères ne sont pas, comment dire, la panacée, ne constituent pas une panacée. Ça ne vous absout pas de la détention de la carte nationale de presse parce que les conditions sont prévues également pour les étrangers exerçant au Bénin. Pour nos confrères, je voudrais nous inviter à toujours respecter les instructions
des forces de sécurité publique. Le second invité est le coordonnateur du mouvement alternatif Jeunesse 20e. Il s'agit de Dimitri Serge Anago Kouta qui a été reçu au second panel pour parler de la véritable place de la jeunesse en politique au Bénin par rapport au deuxième gouvernement du président Patrice Talon. Estime qu'il revient à la jeunesse elle-même de s'imposer aux aînés. Et la jeunesse politique, pour moi, démarre à 25 ans. Parce que c'est à cet âge, probablement, qu'on a suffisamment de cœur pour la nation, qu'on commence pas à être un peu contestataire, révolutionnaire et tout. Et les débuts en politique, pour moi, ça commence toujours par les envies de contestation. Donc, il y a cette délimitation. Maintenant, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas 40 ans limite, parce qu'au-delà quand même de... Une contestation qui n'est pas toujours égale à l'opposition. Non, pas forcément, pas forcément. Donc, au-delà des 40 ans, il y a quand même, je dirais, encore 15 années de jeunesse. Bon, là, c'est une jeunesse pour moi relative. Et si je dis 15 années, parce que le législateur béninois aussi dans ces tests, jusqu'à un passé récent, je ne sais pas ce que les tests sont devenus par la suite, mais l'âge de la retraite était de 55 ans. Donc, on pourrait aussi y mettre une deuxième limite pour dire, mais au-delà des 55 ans, vous jouez maintenant les prolongations pendant 15 ans et à 70 ans, la Constitution béninoise a dit que vous ne pouvez pas être président. Il y en a qui sont déjà proches du cimetière aussi et qui le reconnaissent pas mieux. Donc, il n'est pas normal qu'on puisse chercher à écrire le Bénin que vous et moi, nous allons vivre dans 30 ans et qu'on puisse demander à des gens qui ont déjà 70 ans derrière eux de nous écrire ça. Ces discussions se sont déroulées à la Maison des médias à Cotonou. Avec l'appui de l'UNESCO, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes est célébrée chaque 2 novembre. Les professionnels des médias du Bénin ne sont pas restés en marge de cette célébration. Pour cette deuxième édition, la coordinatrice de l'UNESCO au Bénin, Corinne Moussa, s'est prononcée sur comment les journalistes seront traités et protégés dans l'exercice de leur métier à la Maison des médias de Cotonou. On écoute pour plus d'explications. C'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole au nom de M. Ido Yao, directeur du bureau régional de l'UNESCO basé à Abuja, pour marquer l'attachement de notre organisation à la sécurité des journalistes qui doivent pouvoir exercer leurs fonctions, leur profession, dans un environnement libre de tout risque de violence et défendre le droit à la liberté d'opinion et d'expression pour tous. Une presse libre et pluraliste est l'un des fondements de la démocratie et du développement. Pourtant, selon les dernières données de l'UNESCO figurant dans l'édition à venir du rapport mondial en matière de liberté d'expression et de développement des médias à 2017-2018, 102 journalistes ont été tués en 2016. Plus de 930 journalistes ont été tués pour la seule raison qu'ils exerçaient leur métier au cours des 11 dernières années. Certaines de ces affaires ont retenu l'attention de la communauté internationale, d'autres moins. Bien d'autres journalistes et professionnels de l'information sont victimes d'actes d'intimidation, de menaces de mort et de violences partout dans le monde. Les journalistes locaux sont les principaux concernés. 93% des journalistes assassinés ces 11 dernières années étaient des journalistes locaux enquêtant sur des faits locaux. Sont aussi concernées les menaces auxquelles les femmes journalistes sont confrontées, notamment l'augmentation alarmante de l'harcèlement. Dans 9 cas sur 10, ces actes demeurent impunis, ce qui encourage leurs auteurs. Le Bénin ne fait pas exception. Les journalistes béninois subissent des agressions non mortelles, la détention arbitraire, l'intimidation et le harcèlement. Il est important de souligner que l'impunité mène à un plus grand nombre d'assassinats et représente souvent un symptôme d'aggravation des conflits et d'effondrement des systèmes de droit et de justice. L'UNESCO s'inquiète que l'impunité cause des dommages aux sociétés entières en dissimulant de graves violations des droits de l'homme, de la corruption et de la criminalité. Selon la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, nous devons nous assurer que justice soit rendue pour chaque journaliste assassiné. C'est essentiel pour honorer leur mémoire. C'est crucial pour renforcer l'état de droit et la gouvernance et faire progresser le programme de développement durable
à l'horizon 2030, en particulier l'objectif de développement durable 16 en faveur de la paix, de la justice, d'institutions efficaces. L'engagement citoyen pour l'entretien du cadre de vie était au cœur de votre émission Le débat de la semaine. Les invités de Léa Senanglago se sont prononcés sur l'engagement du citoyen dans son environnement face à la population et au changement climatique. On écoute Béranger Amoussou, éducateur en environnement, et René Kossi Dekadjevi, vice-président du partenariat de l'opération pour citoyens sur l'engagement de citoyens pour la protection de son environnement. Un engagement citoyen, pourrait le définir tout simplement par cet activisme d'un citoyen lambda d'un pays, par exemple, à entretenir son cadre de vie. Un engagement qui peut passer par les activités quotidiennes que peut mener ce dernier pour pouvoir entretenir son cadre de vie. C'est ainsi qu'on pourrait le voir peut-être se porter vers une place publique pour peut-être assainir cette place publique-là ou participer encore à d'autres campagnes de sensibilisation, pourquoi pas. Monsieur Amoussou, qu'est-ce qu'un engagement citoyen? Bon, je pense que je rejoins mon ami Romain. L'engagement citoyen, c'est, en tout cas dans le contexte de cette émission, l'engagement citoyen, c'est, enfin, le citoyen engagé, on va dire, c'est ce citoyen-là qui a pris conscience des enjeux environnementaux de notre siècle, qui a une sensibilité environnementale et qui, dans son quotidien, met en œuvre des actions, pose des pas qui visent à protéger son cadre de vie. Voilà. Et comment est-ce qu'un citoyen peut-il s'engager? Bon, le citoyen s'engage, comme je le disais tantôt, à travers des actions, à travers son mode de vie, hein, à travers comment est-ce qu'il réduit son impact écologique, son impact carbone sur son cadre de vie. Donc ça passe par l'achat en vrac au marché, ça passe par la consommation des produits biologiques, au détriment des produits industriels, ça passe par la lutte contre la production des sachets en plastique, ça passe par beaucoup de choses. C'est vraiment ce que je peux faire au quotidien pour limiter mon empreinte carbone, pour réduire le poids de mon mode de vie sur l'environnement. C'est ça qui constitue l'engagement citoyen. Les exemples sont légion, nous n'en finirons jamais. Peut-être dans la suite du développement, on pourra plus accentuer sur ce sujet. Il faut d'abord dire que jusqu'à présent, ce qu'on a constaté, c'est que l'engagement ne manque pas, l'engagement citoyen ne manque pas. Mais c'est le but final, c'est-à-dire l'impact. Quand une action est singulière, vous êtes d'accord avec moi que son impact ne peut pas avoir une même envergure que quand l'action est collective. Ensemble, on est plus fort. Justement, donc c'est pour cela, la donne aujourd'hui, c'est d'aller vers, disons, une mise en commun de ces forces-là. Toutes ces forces quand même qui interviennent dans le secteur de l'environnement. Et vous allez voir que lorsque l'action sera de grande envergure, l'impact sera aussi quantitatif et aussi durable, pourquoi pas. L'alcoolémie est le taux d'alcool présent dans le sang. Elle se mesure généralement en grammes par litre de sang ou en milligrammes par 100 millilitres de sang. À cet effet, à l'occasion du lancement du transport étudiant, la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey, Calavi, a fait passer sous l'égide du Centre national de sécurité routière un test d'alcoolémie aux conducteurs de bus estudiantins de l'université d'Abomey-Calavi. On écoute Corvillete, chef service de la prévention routière du CNSR, qui nous narre les effets néfastes de l'alcool et de la pratique du dopage. Nous avons échangé avec les conducteurs premièrement sur la vitesse, prise comme première source d'accident de la circulation dans notre pays et également source d'aggravation des accidents de la circulation. Ensuite, nous avons insisté sur l'alcoolémie, l'alcool au volant, les effets de l'alcool sur le conducteur en termes de temps de réaction, le temps de réaction du conducteur qui, mettons, est altéré du fait de la présence de l'alcool dans le sang, la capacité de perception visuelle du conducteur qui est également atteinte, etc. Donc finalement, un élément qui vient corrompre la bonne conduite du conducteur, amener parfois à prendre des risques, d'énormes risques en circulation, tant il est vrai que sous l'effet de l'alcool, on évalue difficilement la matérialité des risques. Donc nous avons échangé sur ces aspects-là et d'autres éléments dérivés de l'alcool, à savoir la fatigue du conducteur au volant
Nous leur avons parlé un peu des signes distinctifs de la fatigue, comment arriver à détecter qu'on conduit sous l'emprise de la fatigue, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut se reposer. À la suite de tout cela, nous avons fait un test d'alcoolémie au conducteur pour voir un peu si à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement du transport étudiant tel que programmé par le COUS, est-ce qu'il n'y avait pas des conducteurs déjà sous l'emprise de l'alcool au moment où nous faisions le test. Nous avons été heureux de constater que tous les conducteurs ont été testés négatifs. Et ça, c'est un appel que nous profitons aussi pour lancer à tous les autres conducteurs, non pas forcément les conducteurs de bus estudiantins, mais tous les conducteurs en général, de faire en sorte qu'ils puissent conduire sans boire de l'alcool parce qu'en circulation, l'alcool et la conduite ne font pas bon ménage. Et quel est le seuil? Le médicament peut être à la base d'un test positif d'alcoolémie parce que le médicament, comme vous le savez, c'est un ensemble d'éléments chimiques. Mais ce sur quoi nous avons voulu insister principalement en parlant des médicaments, c'est de déconseiller la pratique du dopage. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de médicaments qui circulent et le plus en vogue aujourd'hui que nous connaissons, c'est le médicament dénommé Trabol, n'est-ce pas, qui est pris aussi bien par les étudiants que les camionneurs et peut-être aussi par les conducteurs de véhicules, les autres véhicules poids lourds, pour se doper. Lutter contre la fatigue. Or, les expériences ont montré que juste après l'effet de ces médicaments, on retombe dans une fatigue parfois 2 fois, 3 fois supérieure à la fatigue normale qu'on aurait pu encourir dans le cadre d'une activité normale de travail. Donc nous avons voulu insister là-dessus pour les déconseiller, pour leur dire que finalement, c'est des médicaments qui agissent négativement sur leur santé. On a aussi profité pour leur demander, pour ceux qui sont malades, parce que le corps humain est ce qu'il est, nous en venons à tomber malades, et qui sont sous le coup de prescription médicale, il est toujours bon pour eux de faire attention aux médicaments qu'ils prennent parce qu'il y a des médicaments qui, dans leur effet secondaire, produisent le sommeil, la somnolence. Donc on a appelé leur attention sur ces éléments-là pour que chaque fois qu'ils sont sous médication, qu'ils puissent vérifier un peu les indications qui sont sur le produit pris et peut-être en référer à la hiérarchie au niveau de l'administration du COUS pour ne pas conduire sous l'emprise de la somnolence. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et agréable week-end à vous.